Nintendo, ça a toujours été l'image des mecs super sympas, alors qu'en vrai, c'est des gros fils de pute. Voilà, comme ça c'est dit. Non, parce que c'est bien beau de sortir Pokémon Z, mais quand la moitié des méga évolutions ressemblent à ça, bah y a de quoi faire scandale. Et c'est pour cette raison que j'ai cherché pendant des heures et des heures les plus gros scandales de Nintendo, et au fil de mes recherches, il y a des trucs qui m'ont vraiment paru surprenants. Mais d'abord, commençons par parler de Mario Odyssey. Regardez ces deux jaquettes, et comparez-les, on y reviendra plus tard. Dans Mario Odyssey, on peut voyager à travers différents mondes, tous inspirés de cultures ou même de lieux réels. Par exemple, le Bowser Kingdom, bah c'est clairement le Japon. New Donk City, c'est clairement New York avec les gratte-ciel là. Et la question que vous devez vous poser, bah c'est quel est le problème? Car oui, Mario Odyssey c'est super récent et Nintendo sont normalement assez intelligents pour savoir qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire et d'autres qu'ils ne peuvent pas faire. Bah apparemment non, puisque dans un des trailers officiels, on voit Mario porter un sombrero et une tenue traditionnelle mexicaine dans un désert, sous-entendant qu'il est donc au Mexique. Et en vrai, rien de très dramatique évidemment, mais ce simple acte a réussi à susciter beaucoup de réactions au sein des joueurs et des médias. Évidemment pas les meilleurs du tout, puisque les gens considéraient que Mario faisait de l'appropriation culturelle envers les Mexicains. Nintendo n'a jamais réagi à proprement parler. Officiellement, il n'y avait pas d'erreur selon eux et officieusement, ils ont supprimé toutes les apparitions de Mario mexicain, que ce soit dans les trailers du jeu ou même dans les jaquettes du jeu. Même si le costume n'a étonnamment pas été retiré du jeu, ça montre que même chez les plus gros, bah on peut pas être complètement lisse. Et ça a jamais été aussi vrai que pour Nintendo, qui est allé jusqu'à faire des publicités pour adultes. Oui, pour adultes. Alors avant d'y venir, faut savoir qu'à l'époque, il y avait une réelle rivalité entre Sega et Nintendo. Puis en 1991, un héros que vous connaissez tous fait son apparition. C'est bien sûr Sonic. D'un côté, on avait un Sonic rapide, rebelle, stylé et même très moderne en fait. De l'autre, Mario, un mec au chômage. Voilà, c'est globalement. Et cette image qu'on avait d'eux, c'était un peu fait exprès. Les pubs de Sega ciblaient exclusivement Nintendo avec des phrases du style et le message qu'ils voulaient faire passer, c'était que leur console était bien meilleure que ce que Nintendo pouvait offrir. Et à ce moment-là, on pouvait se dire que Nintendo était un peu dépassé, et c'était un peu le cas. Donc forcément, les codes ont fait que Nintendo devait toucher une toute nouvelle audience, celle des adolescents. Et quoi de mieux pour attirer un adolescent que de parler de trucs d'ado. Voici la campagne Play It Loud. Exclusivement réservée aux jeunes de 12 à 18 ans, elle brise les codes que Nintendo avait établis et étrangement, le style est complètement différent du style habituel. Non, cette fois-ci ce sera le rock, les couleurs flashy et même les typographies très punk qui seront présentées lors des publicités. Ce qu'ils ont voulu, c'était aller beaucoup plus loin, montrer que la Game Boy c'était beaucoup plus qu'une console et que ça détournait même des plaisirs de la vie, si vous voyez ce que je veux dire. Donc au final, le contenu était assez adulte. Et ces publicités, il n'y en avait pas qu'une seule. Des allusions au contenu pour adultes, il y en a eu beaucoup plus. Par exemple, dans une publicité, on voit une femme glisser une Game Boy dans le pantalon d'un garçon. Bah là, il se cache même plus quoi. Et je vais pas aller plus loin parce que si je continue, je pense que j'ai plus de chaîne. Mais évidemment que ça a pas marché. Parce que ça se sentait un peu que Nintendo forçait très adolescent et que c'était pas vraiment eux. Ils sont donc restés sur le thème familial, qui paraissait beaucoup mieux en fait. Parce que Nintendo, ils sont forts dans ce domaine, même très forts. Et que de toute façon, leur image ne pouvait pas changer du jour au lendemain. Mais pourtant, il y a un secteur qui est assez pratique pour renforcer l'image, c'est le secteur des jeux mobiles. Les Clash of Clans, les Clash Royale, tout ça. C'est un secteur qui était en pleine ascension à cette époque et une occasion en or de toucher un nouveau public, ou même de le fidéliser. On parle alors de Mario Kart Tour. Pourquoi c'était une excellente idée à votre avis? Parce que Mario Kart, c'est la licence la plus populaire de Nintendo et en faire un jeu mobile, c'était un moyen excellent d'améliorer son image. Sauf que ce Mario Kart, il a un truc différent. Oui, on peut conduire des cartes, jouer différents personnages et même spammer les items, mais il avait un truc différent. C'était un gacha. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, on va en parler très rapidement. Le gacha provient du mot gachapon, qui est une petite machine japonaise où tu mets des pièces et en échange, tu reçois un jouet aléatoire. Dans les jeux mobiles, cette monnaie n'est pas réelle, mais tu peux échanger cette monnaie réelle contre de la monnaie virtuelle, afin d'invoquer des personnages. Et ça ressemble à un secteur très mal vu. Hein. Le casino peut mettre tout l'argent que tu veux, rien n'est garanti que tu pourras avoir le personnage. Donc ça, c'était pour les gachas, et Mario Kart Tour n'échappe pas à la règle. Pour avoir les meilleurs personnages, il fallait invoquer, et les ressources étant limitées, pour les débloquer, il fallait mettre plus d'argent. Et là, il y a deux problèmes. Parce que pour les gens qui étaient déjà addicts, là, il y a des centaines d'euros qui ont été dépensés. Pour les plus jeunes, une addiction était en train de se créer. Et on est en 2019, et je rappelle que les gachas étaient très controversés avant même que Nintendo s'en mêle. On parle de lois qui commençaient à être votées en défaveur des gachas, et Nintendo qui était censé être contre ces mesures. Et les réactions, bah, elles étaient unanimes. Mario est un jeu pay to win, c'est-à-dire qu'il faut payer pour gagner et avoir de meilleurs véhicules. Puis, il n'y a pas eu que ça. Quand on joue à ce genre de jeu, on s'attend à tomber contre des gens qui existent vraiment, et pas des bots. Et raté, eux, ils ont mis des bots. Les joueurs se sont mis à le remarquer, et pour se rattraper, Nintendo a sorti un mode online. Couplé à ça, ils ont essayé de retirer le côté gacha du jeu, mais c'était déjà trop tard. Leur image, elle était déjà salie, et il n'y avait plus de retour en arrière. Mais bon, c'est pas grave parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont touché, contrairement à la Wii. La nouveauté de cette console, c'est sa manette. Alors, je vous fais pas un plan, hein, mais en gros, elle capte les mouvements, et il faut la positionner devant une sorte de détecteur de mouvement pour qu'elle marche. Le truc, c'est que dans beaucoup de jeux, genre Wii Sport Tennis, faut se servir de la manette comme d'une raquette de tennis. Sauf que comparé à une raquette, elle est beaucoup plus petite et beaucoup plus légère, et on peut facilement la perdre des mains. C'est globalement ce qui est arrivé, alors on ne compte même plus tous les témoignages de lampes cassées, de vitres cassées, mais surtout de télé cassée. À ce moment-là, il était pas rare de voir plein de vidéos comme celle que je suis en train de vous montrer. Puis il y a un détail qui est encore plus important, les manettes, elles blessaient des gens. Et ça, c'est pas super pour l'image de Nintendo qui sont empressés de faire des messages de prévention, renforcer les dragons et même une coque de Wii. Et c'est très petit comparé à ce dont je vais vous parler. Parce qu'on parlait d'un Nintendo qui est très moderne et qui est très familial. Sauf que avant de devenir le roi du jeu vidéo, Nintendo c'était aussi une vieille entreprise fondée par Fusajiro Yamauchi en 1889. Et pendant très longtemps, leur activité principale c'était la fabrication de cartes. Alors c'est pas n'importe quelle carte, hein. Ce sont des Hanafuda. Quand on connaît pas, on se
se dit qu'il n'y a pas de problème, c'est juste des cartes lambda avec lesquelles on peut jouer. Sauf qu'au Japon, et bah c'est un petit peu différent parce qu'elles sont utilisées pour les jeux d'argent. De 1, le problème c'est que c'est complètement illégal, et de 2, les jeux d'argent au Japon, c'est les Yakuza qui les contrôlent. Et on pourrait croire que c'était pas vraiment fait exprès, et en vrai pourquoi pas, ils étaient juste liés indirectement à eux. Enfin c'est ce que j'aurais aimé vous dire, hein, puisque Hiroshi Yamauchi, petit-fils du fondateur, deviendra le président de Nintendo. Et son premier move c'était de signer un contrat exclusif avec les Yakuza. Karim, je vais te mettre dans la cuisine. Alors les raisons s'articulent autour d'une sécurisation du marché, donc au lieu de rendre le truc pas légal, plus de risquer une perte de chiffre d'affaires énorme, ils ont préféré marchander avec les Yakuza. Et cette fois-ci on peut le dire, Nintendo avait un pied dans la criminalité. Ensuite les cartes ça marchait plus trop, donc en vrai peut-être que Nintendo aurait pu changer un peu leur stratégie de vente et s'adapter. Ils ont créé des Love Hotel. Voilà, y a pas de vanne. Je vous fais pas d'image sur ce que c'est un Love Hotel, mais si t'as aimé cette vidéo, bah...